14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Elle a tellement encaissé, Nicole Ezel, qu'elle ne sait plus quoi penser de ce mari secret et rigide dont elle a découvert la vie troublante dans ses carnets, des agendas évoquant ses pratiques sexuelles, des noms de jeunes filles. Cette veuve, plongée dans un climat digne d'un film de Chabrol, ne veut pas croire la thèse de la justice qui conclut à un suicide. Bonjour, il y a 13 ans, un assureur d'Arras, Jacques Ezel, 59 ans, disparaît après un mystérieux rendez-vous à Valenciennes. 2 jours plus tard, on retrouve sa Mercedes au bord de la Sambre, en Belgique. Son corps sera retrouvé 2 mois et demi plus tard, à 30 km près de Charleroi. Un suicide des plus suspects, mais qui ne va intéresser personne et laisser la justice de marbre, au point que c'est la propre famille de Jacques Ezel qui va poursuivre les recherches et mettre au jour une vertigineuse histoire. Derrière son costume de notable respecté et de père de famille sévère, le plus gros assureur d'Arras dissimulait une double ou une triple vie. Des dizaines de noms de jeunes et très jeunes filles retrouvés dans ses agendas, une boîte aux lettres secrète, des dettes en cascade, des rendez-vous clandestins, un puzzle criminel impossible à assembler. Qui était vraiment Jacques Ezel? Quels inavouables secrets cachait-il et ces secrets ont-ils conduit à sa perte? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Jacques Ezel, un notable d'Arras à la tête du plus gros cabinet d'assurance de la ville, un homme réglé comme une horloge qui ne rentre pas chez lui un soir de l'automne 2008. Lundi 17 novembre 2008 à 19h30, Nicole Ezel attend le retour de son mari pour dîner. Le repas est prêt, les 2 garçons du couple, Alban 27 ans et Arnaud 23 ans, attendent également de passer à table. Jacques Ezel, 59 ans, mari et père austère, homme rigoureux et maniaque au point d'être parfois rigide, n'a pas l'habitude d'être en retard. Les heures passent et pas de nouvelles de Jacques. Nicole, connaissant la rectitude de cet homme avec qui elle est mariée depuis 22 ans, est perplexe. Cette absence, une première, est incompréhensible. À minuit, elle téléphone aux pompiers et aux hôpitaux. Après une nuit blanche, la famille se rend le lendemain à 8h30 au commissariat d'Arras pour déposer une plainte pour disparition inquiétante. Les policiers ne s'alarment pas outre mesure. Jacques Ezel est majeur et libre de quitter le foyer familial. Il est peut-être parti pour rejoindre une autre femme ou un autre homme, qui sait ? Loin de la région, autant d'allusions qui bouleversent l'épouse. Son mari, homme rangé, n'aimant ni les voyages ni les imprévus, apparaît aux antipodes de ce genre d'attitude. Après sa visite au commissariat, Nicole Ezel se rend ce 18 novembre au cabinet d'assurance de la rue Jeanne d'Arc. Depuis quelques années, elle n'y mettait plus les pieds. Son mari lui avait interdit toute visite à son bureau. L'épouse tombe ici nez à nez avec 3 inspecteurs de la compagnie Aviva, celle qui emploie Jacques Ezel. Ils sont venus procéder à un audit comptable. Ils avaient rendez-vous avec l'assureur, mais il est absent. Jacques Ezel n'avait pas parlé de cette visite à son épouse ni à sa secrétaire. Celle-ci avait simplement remarqué qu'il semblait contrarié et quelque peu absent. La secrétaire raconte que la veille, son patron a quitté le cabinet vers 14h30. Il a indiqué qu'il avait rendez-vous avec un client à Valenciennes, à 1 heure de route d'Arras. Il a demandé à la secrétaire de ne pas éteindre son ordinateur. Il serait de retour en fin d'après-midi et fermerait lui-même l'agence. L'enquête établira que Ezel a été filmé vers 15h30 seul dans sa voiture au péage d'Ordin, au sud de Valenciennes. 1 heure plus tard, il a consulté sa messagerie et puis a éteint son portable. 19 novembre, un promeneur signale la découverte d'une Mercedes immatriculée en France sur un chemin de halage qui longe la Sambre, près de la commune belge d'Erqueline. La voiture, dont une vitre arrière est légèrement baissée, est stationnée sous un pont couvert de graffitis. L'endroit est mal fréquenté, c'est un lieu de deal et de prostitution. La police belge et un garagiste déplacent sans ménagement la Mercedes qu'ils croient volée. Aucun relevé d'empreinte n'est effectué à bord. Une mallette contient des dossiers d'assurance. Une enveloppe Kraft dans laquelle l'assureur a l'habitude de glisser du cash est vide. Nicole Ezel est alertée de la découverte. Elle se rend immédiatement à Erqueline. La police belge pense à un suicide. La Sambre est sondée avec un petit robot submersible mais sans
aucun résultat. Le 25 novembre, Nicole Ezel apprend que l'audit conduit au cabinet d'assurance a été déclenché à cause d'un trou de 150 000 €, un découvert dont elle ignorait tout. La disparition de Jacques Ezel est loin d'avoir livré tous ses secrets. Son épouse est persuadée que celui-ci n'a pas mis fin à ses jours. La justice ne voit dans cette affaire qu'un assureur qui aurait truqué les comptes de son cabinet et aurait mis fin à ses jours. Ce 25 janvier 2009, aux alentours de 22h, la péniche des Clessens, un couple de bateliers belges, remonte tranquillement la Sambre. Un bruit sourd se fait entendre contre la coque. Le batelier aperçoit alors une chaussure, puis deux, puis en tirant dessus, un corps. La police est alertée. Le noyé de la Sambre porte encore tous ses habits. Dans ses poches, on retrouve une carte d'identité et un permis de conduire au nom de Jacques Ezel, une carte Visa, les clés de sa voiture, 1,48 € en petite monnaie, un téléphone portable et un agenda détrempé. La victime avait un sac à dos avec à l'intérieur un haltère de 5 kilos. Le médecin légiste belge examine le corps. Sans procéder à une autopsie en bonne et due forme, il ne constate pas de traces de coups ou de blessures, à l'exception de 3 plaies. 2 sur les pommettes, la troisième d'environ 4 cm sur le front. Conséquence sans doute du choc récent contre la péniche. Il est établi que l'homme s'est probablement noyé. Point troublant, le corps est en excellent état après avoir séjourné plus de 2 mois dans l'eau. Il est intact, il ne porte pas de traces de charriage après avoir pourtant dérivé sur 35 km et franchi pas moins de 9 écluses. L'épouse de Jacques Ezel ne croit pas à la thèse de la noyade. Elle est surprise que la justice française n'ordonne aucune autopsie alors que les causes du décès ne sont pas formellement établies. La famille ne verra pas le corps qui lui est restitué rapidement dans un cercueil plombé. Des proches qui ne cessent de s'étonner du silence judiciaire. Pour la justice, ce n'est pas criminel. Les Ezel demeurent persuadés que l'assureur a été entraîné dans un guet-apens, sans doute un chantage qui aurait mal tourné. Le 22 février 2010, une plainte pour chantage, vol et assassinat contre la personne de Jacques Ezel est déposée. Elle est classée en 2 mois. L'infraction, selon le procureur de Béthune, est insuffisamment caractérisée. La famille Ezel ne se décourage pas pour autant. Elle affirme avoir découvert des premiers éléments troublants dans les poches de la victime. Il y a tout d'abord le fameux agenda. Surprise, la page du 17 novembre 2008, jour de la disparition, cette page a été mystérieusement arrachée. La montre bracelet s'est arrêtée, elle, à la date du 21 novembre, 4 jours donc après la disparition. Une montre non étanche qui s'arrête dès qu'elle est immergée. Jacques Ezel ne serait donc pas tombé dans l'eau le 17 novembre. Fin avril 2010, une enquête pour assassinat est enfin ouverte et une autopsie enfin décidée. Au mois de février 2011, le corps de l'assureur est exhumé. Il est établi qu'il a bien inhalé de l'eau, mais en faible quantité. Impossible de certifier alors une mort par noyade. Un mystère supplémentaire dans cette affaire. Il apparaît effectivement que Jacques Ezel était confronté à d'insurmontables problèmes financiers, une situation ignorée par ses proches, l'un des nombreux secrets que cachait l'assureur dans cette vie parallèle. Jacques Ezel, personnage en vue à Arras, membre éminent du Rotary Club, semblait avoir cloisonné sa vie de façon totalement hermétique. Il apparaît que l'assureur contrôlait tout, que ce soit dans sa vie privée, professionnelle, chez lui. Il est le seul à avoir la main sur le courrier familial. Personne d'autre n'est autorisé à le consulter. Après sa mort, on découvre que Jacques Ezel disposait au sein du cabinet d'assurance d'une ligne téléphonique privée. Même sa secrétaire en ignorait l'existence. L'assureur gagnait très bien sa vie, quelques 5 600 € net par mois. La famille vivait pourtant de façon quasi monacale, les dépenses réglées au centime près et les travaux domestiques toujours repoussés. Personne ne savait que l'intéressé était titulaire de 9 comptes en banque et qu'il s'était lancé dans la course effrénée pour trouver de l'argent frais. Pas moins de 12 crédits à la consommation pour un montant de 150 000 €. Il avait imité pour cela la signature de son épouse. Il avait de la même façon vidé le compte, 40 000 € de sa belle-mère invalide, tout comme il avait retiré 50 000 € de l'assurance vie de Nicole, ou encore vendu les bijoux de famille. Au total, il aurait amassé ainsi 500 000 € dont on ne retrouve aucun
aucune trace. Jacques Ezel, auteur d'une incroyable cavalerie financière, cherchait-il à combler le trou financier creusé au sein de l'agence d'assurance. Officiellement, ce découvert était dû à des assureurs mauvais payeurs. Il n'en était rien. Ezel détournait l'argent des contrats d'assurance sans que l'on sache pourquoi. La piste d'un compte bancaire mène en Belgique, mais s'arrête là. L'assureur ne faisait jamais aucun virement, mais signait des chèques. Les bénéficiaires ne parviennent pas à être identifiés. Les commissions rogatoires envoyées par le juge de Béthune ne portent pas leurs fruits. Pourquoi l'austère Jacques Ezel, qui ne montrait aucun signe extérieur de richesse et n'aimait pas le luxe, avait-il besoin d'autant d'argent ? Les secrets de Jacques Ezel ne s'arrêtent pas là. Les proches de l'assureur vont découvrir que le sexe occupait, semble-t-il aussi, une place de choix dans sa double vie. Nicole Ezel et ses fils avaient été intrigués par l'agenda retrouvé dans la poche de Jacques Ezel, amputé de la page du jour de sa disparition. En visitant le bureau de l'agence d'assurance, ils tombent sur les agendas précédents, précisément ceux des années 1984 à 2008. Dans ces petits carnets, Ezel note tous ses rendez-vous d'une écriture minuscule. Apparaissent ainsi une quarantaine de prénoms de jeunes filles, parfois mineures. Il est mentionné une ado de 14 ans, avec parfois leur couleur de cheveux et leur nationalité. Allemande, belge, néerlandaise. Katia, Alice, Malika, Estelle, Juliana sont associées à des mots comme escorte ou encore bracelet, chaîne, photo, casting. Des mots évoquant des séances sadomasochistes. Figure encore fréquemment le mot alter, instrument retrouvé dans le sac à dos que portait le défunt au fond de l'eau. Des expressions beaucoup plus crudes liées directement à l'anatomie masculine sont également mentionnées. Les agendas contiennent aussi des maximes relatives à la foi et à la morale, comme si l'assureur voulait se repentir. Dans ces carnets, chaque semaine revient enfin le terme virement SCI. Impossible de savoir si le défunt était en contact avec toutes ces jeunes filles ou s'il s'agit d'écrits fantasmés. Jacques Ezel a-t-il été victime d'un chantage d'ordre sexuel ? Le téléphone portable récupéré par la famille après la mort de l'assureur n'a jamais livré ses mystères, il n'a pas été analysé par les enquêteurs. L'ordinateur professionnel de Jacques Ezel aurait peut-être pu donner des clés supplémentaires pour comprendre la présence de tous ces noms dans ces carnets. Très probablement des pseudonymes, mais l'ordinateur a été emporté par la compagnie d'assurance et son disque dur probablement détruit. Aucune de ces personnes ne sera identifiée, aucun témoignage issu des milieux de la prostitution ou du monde du sadomasochisme n'évoquera la personne de Jacques Ezel. Les années vont s'écouler, émaillées par un combat permanent de la famille contre l'institution judiciaire pour éviter que celle-ci, qui va multiplier les demandes de non-lieu, ne referme définitivement le dossier. Les policiers de la PJ de Lille vont interroger quelques personnes citées dans les agendas et qui avaient eu des rendez-vous avec Jacques Ezel. Aucune de ces auditions ne sera concluante. Ils vont également entendre un jeune stagiaire du cabinet d'assurance qui aurait été remercié pour avoir fouillé le bureau du directeur. Malgré son départ, le jeune homme avait continué de recevoir des SMS de l'assureur qui l'aurait également appelé à une dizaine de reprises. L'intéressé dément avoir fouillé le bureau. Il assure avoir quitté de son plein gré l'agence d'assurance. Cette piste ne connaîtra aucune suite. 13 ans après les faits, Nicole Ezel et ses fils s'interrogent toujours sur le travail des enquêteurs et de la justice, estimant que seul le strict minimum a été fait. Le 17 octobre 2018, le juge de Béthune a rendu une ordonnance de non-lieu. L'enquête s'est toutefois poursuivie pour que les mails personnels de Jacques Ezel puissent être examinés. La famille espérait alors avoir accès au relevé des comptes bancaires de la fameuse SCI montée par l'assureur. Seul moyen, selon elle, de savoir où allait l'argent. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.